Bonjour et bienvenue dans la chaîne Real Géologie. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des dépôts gravitaires. Il s'agit de dépôts de resédimentation qui sont très diversifiés. On peut les appeler également des dépôts en masse par gravité et on les rencontre dans les milieux de dépôts aquatiques, marins ou bien continentaux, ou bien au niveau des pentes continentales. Il s'agit donc de dépôts de resédimentation, c'est-à-dire des dépôts redéplacés et transportés et déposés dans un autre milieu qui n'est pas leur milieu original. Alors, pour ces dépôts, le moteur principal de transport et de sédimentation est le glissement sur une pente. Le glissement sur la pente sous l'action bien sûr de la surcharge et de la gravité, c'est-à-dire la pesanteur, c'est-à-dire le poids des sédiments. Alors ici on parle d'un transport en masse de particules. Sur cette figure, je vais vous parler un petit peu des principaux mécanismes de transport et de sédimentation et le type de dépôt gravitaire correspondant. Alors, on peut avoir un mécanisme, si vous voulez, par éboulement, c'est-à-dire mécanisme de transport et de sédimentation par éboulement. Ici, on est au niveau donc du milieu continental. Alors, les dépôts qu'on obtient par éboulement, c'est tout simplement ce qu'on appelle les éboulis de toute taille, bien sûr. Il s'agit donc de dépôts issus de fragments et de débris arrachés aux roches préexistantes, aux reliefs préexistants, qui vont être acheminés, qui vont être déplacés sous l'effet de l'apesanteur au niveau de la pente. Puis en bas de la pente, ils vont donc former un dépôt chaotique d'ébouli qui ne montre aucun granoclassement. Deuxième mécanisme, si vous voulez, donc par gravité, c'est le glissement. Le glissement donc peut concerner des blocs hétérométriques qu'on appelle holistolites, qui vont être arrachés au relief préexistant, glissés le long des pentes et déposés sous forme de blocs, de grands blocs hétérométriques. Les dépôts également peuvent être transportés par des mécanismes de solifluxion. Et dans ce cas-là, donc, on peut avoir deux cas, c'est-à-dire des solifluxions où la phase solide, par exemple, est très importante par rapport à la phase liquide. Et le deuxième cas, c'est quand la phase liquide est très importante par rapport à la phase solide. Dans ce cas-là, c'est surtout on parle surtout de mécanisme de coulée en masse. Alors, ce mécanisme de solifluxion donne généralement ce qu'on appelle des dépôts de glissement synsédimentaire. C'est-à-dire, ce sont donc des glissements de dépôts, de couches, bien de roches, encore gorgées d'eau, qui vont donc former ce qu'on appelle les glissements synsédimentaires, exemple de slump ou bien de slumping. Alors ces glissements synsédimentaires peuvent être accentués par la présence de failles également, ce qu'on appelle des failles synsédimentaires. Ici vous avez un exemple de faille synsédimentaire listrique ou bien des failles synsédimentaires ici ductiles. Les coulées en masse donnent généralement ce qu'on appelle des coulées de blocs ou bien des olisthostromes par exemple. Exemple d'olisthostrome. Olisthostrome, comme vous voyez ici sur ce schéma, c'est tout simplement un ensemble d'olistolites. Puis le dernier exemple
de dépôt gravitaire, ou bien de mécanisme de dépôt gravitaire, c'est ce qu'on appelle les courants de turbidité qui donnent à la fin donc des dépôts ce qu'on appelle les turbidites. Alors ici, les matériaux sont transportés surtout en suspension dans un fluide très turbulent. C'est ce qu'on appelle le courant de turbidité. Sur ce profil de dépôt, alors vous avez donc ici, il s'agit d'un profil de dépôt dans le domaine marin avec ses parties, ici la plateforme, ici le talus continental, ici. Puis tout à fait en bas ici, la plaine abyssale et la profondeur peut arriver, comme vous voyez ici, jusqu'à 4 km. Alors au niveau de ce profil-là, on va voir dans quelques exemples de dépôts gravitaires. Alors le premier, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle donc les SLAMP, qu'on trouve tout à fait en haut du talus. Alors là, vous avez donc une déstabilisation donc des couches ou bien des dépôts encore mous, gorgés d'eau, qui vont subir donc une déformation, une désorganisation pour donner ce qu'on appelle des SLAMP. Alors ici, donc, il s'agit de SLAMP ou de phénomène de slamping. Il s'agit donc de glissement sédimentaire dans un milieu aquatique en général. Alors généralement, les dépôts sont des dépôts riches en argile qui sont très peu consolidés et qui sont encore gorgés d'eau, contiennent de l'eau, et qui subissent donc une déformation interne et donnent donc des couches, comme j'ai dit, désorganisées qu'on appelle SLAMP. Alors leur dimension présente une largeur, une longueur allant du mètre jusqu'à plusieurs kilomètres et le volume des dépôts déposés peut arriver jusqu'à 100 km cubes. Alors ces SLAMP-là se développent généralement au niveau des talus et des pentes déstabilisés et qui sont généralement le siège de tremblement de terre par exemple, ou bien le siège de soulèvement tectonique ou bien d'effondrement tectonique. Après, on passe donc après le slamping, on peut passer donc à un glissement en masse si jamais donc on a une incorporation d'eau et une déstructuration, si vous voulez, des roches à l'intérieur donc de la masse pour donner ce qu'on appelle donc des écoulements de type débris fléau. Comme vous voyez ici, vous avez donc un écoulement de type débris fléau avec des éléments grossiers à la base, ils vont être entraînés par l'écoulement et des éléments fins en suspension qui vont subir donc la turbulence. On aura donc écoulement de débris. Puis cet écoulement de débris peut évoluer en courant de turbidité pour déposer des turbidites. Et vous avez ici un courant de turbidité et sous forme d'un écoulement turbulent, très turbulent. Alors, ces dépôts-là, ils peuvent donc se déplacer sur des longueurs très très importantes qui peuvent arriver jusqu'à 3 km de long. Ici, des exemples de failles sédimentaires qui accompagnent les SLAMP ou bien le phénomène de slamping. Sur ce schéma, donc, vous avez une faille sédimentaire suite à un mouvement rapide de la faille. On aura donc déplacement des blocs ici, le bloc affaissé, le bloc soulevé de ce côté-là, et les dépôts turbidiques, comme vous voyez, vont former un éventail ici avec des épaisseurs importantes au niveau du bloc abaissé ou bien affaissé et des épaisseurs très réduites au niveau du bloc soulevé. Puis le reste ici va être coiffé par des dépôts non déformés. Ce qui montre donc le caractère sédimentaire, si vous voulez, de ces structures, ou bien de ces dépôts gravitaires et de cette structure, ou bien de cette faille sédimentaire.
Le deuxième exemple ici, c'est presque la même chose, sauf ici, vous avez une faille croissante de croissance, ou bien une faille qui subit, si vous, dont le jeu subit, si vous voulez, un amortissement, hein. Le mouvement donc s'amortit vers le haut, ce qui donne le caractère donc sédimentaire de la faille. Et comme en haut, la même chose ici, donc au niveau du bloc affaissé, toujours on a des épaisseurs importantes donc de dépôts de turbidite, par exemple ici, ou bien des dépôts en masse. Et au niveau du bloc soulevé, donc les épaisseurs sont très réduites toujours. Donc il s'agit là d'un mouvement long et progressif compensé par la sédimentation. Tout à fait en haut, donc les couches ou bien les roches ou bien les terrains ne sont pas déformés. Ici, ils ne sont pas affectés par la faille, ce qui donc montre le caractère sédimentaire du jeu de la faille et de dépôt également, des dépôts donc de slamping. Sur cette photo, donc, vous avez une structure, donc une photo de terrain qui montre une structure monoclinale. Regardez les couches ici, bien les ponts sont pontés dans le même sens. Ce qui donne donc une structure monoclinale avec à la base ici, par exemple, si on considère ici c'est la base, des couches non déformées. Au sommet ici, par exemple, les couches aussi non déformées. Regardez, les couches ne sont pas déformées. Alors qu'au centre ici, au milieu, ici, vous avez des couches qui sont désorganisées et déformées. Alors cette déformation, il ne s'agit pas d'une déformation d'origine tectonique, mais surtout d'une déformation liée donc au glissement des dépôts lors de leur dépôt, lors de leur sédimentation. Donc ils ont été glissés le long d'un talus ou le long d'une pente, et la déformation donc c'est une déformation, si vous voulez, liée donc à ce glissement. C'est ce qu'on appelle donc des couches slampées ou bien des slamping. Donc il s'agit là d'une resédimentation, bien d'un phénomène sédimentaire. Hein. Donc on peut observer clairement donc la désorganisation donc des couches ici, ce qui montre donc leur déformation sédimentaire ou bien leur slamping, si vous voulez, le long d'un talus ou bien d'une pente généralement aquatique. Les dépôts en masse ou bien les mass flow, ce sont donc des dépôts déposés par des courants gravitaires qui entraînent donc des éléments dissociés plus ou moins fluidisés. Alors, ce sont des dépôts déposés par des écoulements gravitaires. Alors, comme j'ai déjà expliqué, les sédiments sont en suspension, leur déplacement et leur mouvement sont essentiellement induits par la gravité, c'est-à-dire le fluide n'a pas de rôle de transport, par exemple, dans ces dépôts-là. Alors, on peut avoir trois principaux exemples de dépôts en masse. Vous avez ce qu'on appelle les grain flow ou bien les flots de grains. Alors, dans ces flots de grains, le mécanisme de suspension des éléments, bien des sédiments, il est assuré par l'interaction entre les grains. Deuxième exemple, le flot de débris ou bien les débris flow. Ici, la suspension des grains, elle est assurée par une matrice sableux-argileuse. Regardez la dispersion des grains, il est plus ou moins homogène, tandis qu'ici, la dispersion n'est pas, elle est hétérogène, n'est pas homogène. Troisième exemple de dépôt, c'est ce qu'on appelle les fluidized flow, sediments, ou bien les flots liquéfiés, Alors, dans ce cas de dépôt gravitaire, la suspension des éléments est assurée par l'échappement de fluide. Donc ici, les flèches ici indiquent l'échappement d'un fluide au moment donc de dépôt du sédiment. Le dernier exemple ici, il ne s'agit pas donc d'un transport en masse, mais c'est surtout un transport par les courants de turbidité, ou bien ce qu'on peut appeler également des courants de forte densité,
Ici, la suspension du fluide, il est assurée par la turbulence, par sa turbulence. Les flèches bleues donc indiquent la turbulence du fluide. Alors, les caractéristiques de ces dépôts en masse, par exemple ici les grains flow. Alors, les grains flow ici, donc vous avez des petites séquences ici. Ils présentent un aspect massif avec une surface basale érosionnelle qui présente des injections et des figures d'érosion ici. Généralement, il n'y a pas de granoclassement. Donc la séquence ne montre pas de granoclassement des grains. Il s'agit donc d'une séquence avec un aspect massif. Le sommet de la séquence est un sommet plan, c'est-à-dire il n'est pas irrégulier, c'est une surface plane. Alors ces dépôts de débris, de grains flow, sont le plus souvent le résultat des avalanches de sable. C'est ce qu'on trouve actuellement dans des dépôts où vous avez donc des avalanches, c'est-à-dire du milieu du dépôt, vous avez des avalanches de sable. On peut les trouver également dans les milieux anciens. Les coulées de débris, ou bien les débris flow, ou bien ce qu'on peut appeler également les débrites. Les débrites, la même chose ici, présentent une base érosionnelle avec des figures d'érosion. À la base ici, la séquence présente un faible granoclassement, mais en gros, la séquence montre un aspect massif et avec un granoclassement très très faible. Alors, il se caractérise généralement par l'hétérométrie des grains ou bien des éléments figurés. C'est-à-dire on peut avoir des granules ou bien des blocs pris dans une, si vous voulez, matrice argilo-sableuse. Alors la caractéristique du sommet ici, c'est que la séquence présente un sommet irrégulier avec des débris ou bien des galets en surface ici. Alors d'une façon générale, donc l'organisation verticale et le classement des grains sont très médiocres dans cette séquence de coulées de débris ou bien les débris flow, ou bien flot de débris. Là, le dernier exemple, c'est les coulées liquéfiées ou bien les fluidised flow, sediments. Ici, le caractère ou bien la caractéristique la plus importante ici dans cette séquence, c'est l'échappement de fluide qui montre donc une séquence avec une base érosionnelle avec ce qu'on appelle des figures de charge ou bien les low casts ou bien des figures d'érosion telles que les grooves marks par exemple. Alors les figures de charge ici ou bien low cast sont le résultat, si vous voulez, d'une pression qui s'exerce sur le dépôt et entraîne donc la formation de figures de charge à la base et l'échappement de fluide vers le sommet de la séquence, ce qui entraîne ici une surface ou bien le sommet de la séquence avec des volcans de sable. La séquence également montre des structures convolutées, ces structures-là déformées, c'est-à-dire peut-être des laminations déformées par l'échappement du fluide, donc ça donne donc des convolutes. Une autre caractéristique de la séquence, c'est qu'elle présente des structures en assiette ici, des structures en assiette. Alors ici, dans cette séquence, on peut voir diverses figures d'échappement, telles que les structures de charge, comme je viens de le dire, les low casts à la base, les structures en cuvette, ce qu'on appelle les tiges structures, et des lits contournés dans la masse, ce qu'on peut appeler donc les convolutes, puis des volcans de boue ou de sable au sommet de la séquence ici. Alors généralement, ces
coulées liquéfiées sont généralement associées aux coulées de débris dans les zones amont et moyennes des marges continentales. Alors, il caractérise les dépôts accumulés rapidement, faiblement compactés. Et il peut caractériser également là où se manifestent, si vous voulez, des changements d'état physico-chimique des matériaux. Passons maintenant aux dépôts par courant de forte densité ou bien par les courants de turbidité tout simplement. Les dépôts sont nommés les turbidites. Alors vous avez ici un bloc diagramme qui montre différents domaines de sédimentation. Ici vous avez le continent, domaine continental. Ici vous avez le domaine de transition, bien le domaine littoral, avec une plateforme ici qui démarre le domaine marin, le talus et le bassin profond, bien le glacier. Alors regardez au niveau du talus sous-marin ici, vous avez des dépôts d'arrachement ici, qui forment donc des olistolites, c'est-à-dire des dépôts de glissement en masse. Vous avez ici exemple d'olistolite, là également la même chose. Les flèches noires montrent, bien indiquent le courant de turbidité qui dépose donc des cônes sous-marins, bien des éventails sous-marins, bien des cônes turbidiques ici. Alors, au niveau de ces cônes sous-marins ou bien des cônes turbidiques, on peut avoir donc l'accumulation ou bien l'emboîtement, si vous voulez, de plusieurs cônes, des cônes anciens et des cônes récents. Alors les cônes ils peuvent être emboîtés, peuvent être juxtaposés, emboîtés les uns dans les autres et juxtaposés les uns à côté des autres. Alors si on considère ici une séquence de dépôt, on va voir donc une séquence turbiditique complète, en quelque sorte complète. Il s'agit d'une séquence grano-décroissante, c'est-à-dire grossier à la base, fin au sommet, c'est-à-dire ici vous avez des sables grossiers, des sables moyens, des sables fins, puis la base et les argiles au sommet. Mais dans certains cas, la séquence n'est pas complète. Il peut montrer uniquement quelques parties de la séquence, comme ici par exemple, quand on s'éloigne donc du domaine ou bien de la partie proximale du cône. On va vers la partie abyssale, avec la partie distale, pardon, bien le cône externe. Donc on peut avoir donc des séquences réduites à la fraction la plus fine, par exemple ici, puisqu'on est dans la partie distale. Ici, c'est la partie proximale, partie distale. Cône interne, cône moyen, puis cône externe ici. Il s'agit là donc d'éventails sous-marins composés de lobes turbiditiques granoclassés superposés ou bien juxtaposés, c'est-à-dire emboîtés ou bien juxtaposés. Alors si on regarde donc cette coupe le long de ce plan P, donc avant je vais vous parler un petit peu de la séquence turbiditique. Alors la séquence turbiditique, ou bien ce qu'on appelle la séquence de Bouma 1962, c'est-à-dire l'auteur qui a défini pour la première fois les différents termes qui composent la séquence turbiditique. Alors toujours on a une base érosionnelle ou bien ravinante avec des figures d'érosion telles que le fluide casse, les grooves, les galets mous, etc. Alors après vous avez le terme TA. TA c'est un terme généralement formés par des dépôts, par des éléments grossiers, tels que des graviers et des sables, et généralement aussi granoclassés. Il traduit un hydrodynamisme violent bien fort. Puis après vient le terme TB, c'est-à-dire le terme B. C'est un terme avec des sables relativement moyen, si vous voulez, d'un point de vue granulométrie, moyen, et montre surtout des laminations planes parallèles et traduit toujours un hydrodynamisme assez important. Puis, vous avez le terme C ici,
C'est un terme formé par des sables relativement fins et présente des structures sédimentaires très caractéristiques telles que les rides du coron et les stratifications entrecroisées, des laminations convolutées aussi. Il traduit la transition du régime d'écoulement supérieur à un régime d'écoulement inférieur. Vous avez donc un régime d'écoulement assez important, violent ici, puis un régime d'écoulement ici vers le haut qui n'est pas très important. C'est pourquoi on parle donc de la transition du régime d'écoulement supérieur au régime d'écoulement inférieur. Le terme D, ça rappelle un petit peu le terme B, mais ici avec une granulométrie très très fine, formée par des argiles ou bien des sables très très fins et avec des laminations planes parallèles. Le dernier terme, c'est le terme TE, qui est formé par des argiles et des shales, qui sont généralement, bien fréquemment, bioturbés. Alors ici, ce terme-là, c'est le dernier terme donc de la séquence du Bouma qui passe graduellement à la sédimentation pélagique ici, issue de la décantation. Généralement, donc au niveau donc, du bassin profond, vous avez des dépôts pélagiques, c'est-à-dire du milieu profond, qui se forment, si vous voulez, par le mécanisme d'accrétion verticale ou bien la décantation. Alors parfois, on n'arrive pas à séparer donc le terme TE, terme E de la séquence du Beaumois, de ces dépôts pélagiques, parce que c'est presque la même dépôt, même caractéristique. Voici donc les caractéristiques de la séquence de turbidite de Beaumois. Je vous remercie pour votre attention.